Bonjour et bienvenue pour un nouveau chapitre d'économie de première. Aujourd'hui, nous traitons comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il. Rapidement, les objectifs d'apprentissage. Savoir que le marché est une institution et savoir distinguer les marchés selon leur degré de concurrence, de la concurrence parfaite au monopole. Savoir interpréter des courbes d'offres et de demande ainsi que leurs pentes et comprendre comment leur confrontation détermine l'équilibre sur un marché de type concurrentiel où les agents sont preneurs de prix. Savoir illustrer et interpréter les déplacements des courbes et sur les courbes par différents exemples chiffrés, notamment celui de la mise en œuvre d'une taxe forfaitaire. Savoir déduire la courbe d'offre de la maximisation du profit par le producteur et comprendre qu'en situation de coût marginal croissant, le producteur produit la quantité qui permet d'égaliser le coût marginal et le prix. Savoir illustrer par des exemples. Comprendre les notions de surplus du producteur et du consommateur. Et enfin, comprendre la notion de gain à l'échange et savoir que la somme des surplus est maximisée à l'équilibre. Bien, la première vidéo de cette série répond à l'objectif d'apprentissage: pourquoi les marchés ont-ils besoin d'institutions pour fonctionner et qu'est-ce qu'un marché concurrentiel? Du marché du dimanche au marché financier, en passant par le marché automobile, le terme de marché recouvre des réalités qui n'ont apparemment rien en commun. Marché hebdomadaire de notre commune, marché des actions, marché du travail, le supermarché, les sites d'achat et de vente en ligne, le marché de l'immobilier, le marché du blé, le marché de l'automobile. Le marché, dans tous les cas, met en relation des acheteurs et des vendeurs qui souhaitent procéder à des échanges, c'est-à-dire la cession d'un bien ou la réalisation d'un service avec contrepartie de valeur équivalente, en général sous forme monétaire. Le marché comme lieu d'échange recouvre des situations qui diffèrent par le degré de dématérialisation, réel ou physique comme le marché des fruits et légumes, virtuel ou abstrait comme le site en ligne. Le niveau géographique, local comme le quartier, global comme le niveau mondial, ou encore le degré de concurrence, fort ou faible. Grand 1. Comment les marchés sont-ils organisés? Grand A. Le marché, une institution qui a besoin d'institutions pour fonctionner. Tout d'abord, les marchés n'existent pas spontanément ou naturellement, mais ils sont le résultat d'une construction sociale. Par exemple, sur le marché des fruits et légumes, je ne peux pas m'installer immédiatement pour vendre des fraises cultivées dans mon jardin, car je risque une amende et une confiscation de mes marchandises. En effet, les vendeurs ambulants doivent détenir une carte de commerçant ou d'artisan, les emplacements sont définis par le maire et impliquent le paiement de droits de stationnement. Il s'agit de droits personnels d'occupation qui ne peuvent être cédés à des personnes tierces. Ainsi, le marché est une institution, c'est-à-dire qu'il repose sur des règles que les agents économiques doivent respecter. Aussi, l'apparition des marchés s'est accompagnée de l'instauration de règles pour que les échanges se déroulent correctement. Les règles de fermeture, d'ouverture des marchés, les règles de déroulement du marché, et des organisations ont été mises en place afin de faire appliquer les règles, comme l'autorité des marchés financiers, des tribunaux de commerce, des associations de défense des consommateurs, etc. Les marchés sont donc encadrés par des institutions, c'est-à-dire un ensemble de règles, de normes et de conventions formelles et informelles qui lui permettent d'exister et de fonctionner. La définition classique des institutions que l'on retrouve dans la grande majorité des manuels d'économie est celle de Douglas Cecil North, un économiste américain. Les institutions sont les contraintes établies par les hommes qui structurent les interactions humaines. Elles se composent de contraintes formelles, règles, lois, constitutions, ou informelles, comme les normes de comportement, les codes de conduite auto-imposés et les caractéristiques de leur application. Prenons un exemple. Imaginons que je sois dans une supérette et que le seul caissier présent est occupé à ranger des produits sur une étagère. Eh bien, ce caissier, il sait pertinemment que je vais m'arrêter à la caisse pour payer, car sinon, j'enfreins une loi et je serai passible de poursuites auprès d'un tribunal. Il n'a donc pas besoin de descendre précipitamment de son escabeau au risque de tomber. Les institutions rendent les comportements prévisibles.
Les institutions sont donc en quelque sorte les règles du jeu, le cadre des interactions. Par exemple, je dois posséder ce que je vends. Si je souhaite vendre ma voiture, je dois en détenir la carte grise. C'est un document qui atteste que je suis le propriétaire bien identifié de ce bien. Et l'échange marchand nécessite donc des droits de propriété. Les droits de propriété désignent un ensemble de droits permettant de disposer et d'utiliser librement un bien économique dans les conditions déterminées par la loi. Juridiquement, les attributs de la propriété sont l'usus, usage de la chose, le fructus, droit de percevoir les fruits attachés à la chose, et l'abusus, le droit de disposer de la chose. Par exemple, si je possède un appartement, je peux y vivre, usus, je peux le louer, fructus, je peux aussi le céder, le vendre ou le donner, abusus. Les droits d'auteur sont des droits de propriété qui protègent la propriété littéraire ou artistique. Les brevets et les marques déposées sont des droits de propriété qui protègent la propriété industrielle. Au final, l'échange marchand n'est possible que si les biens ou les services qui en font l'objet ont des propriétaires bien identifiés, lesquels peuvent alors en disposer à leur convenance et en transférer la propriété lors d'une transaction sur les marchés. On ne peut échanger que ce que l'on possède au préalable, sinon c'est du vol. Les pouvoirs publics doivent garantir les droits de propriété en mettant en place des règles juridiques, des lois et des réglementations. Nous venons de voir que les droits de propriété sont des institutions marchandes indispensables à l'existence des marchés. Il y en a d'autres. La monnaie constitue la contrepartie monétaire de valeur équivalente aux biens ou services échangés. En effet, la monnaie fixe l'échange. Elle a entre autres pour fonction celle d'unité de compte et en ce sens elle permet d'exprimer la valeur de tous les biens et services dans une unité commune. Par ailleurs, l'acheteur cherchera des informations justes sur la quantité, le prix, la qualité. L'affichage des prix, l'étiquetage des caractéristiques du produit, l'unification des systèmes de poids et mesures vont permettre de faciliter les échanges marchands. Par exemple, des dispositifs permettent de garantir la qualité d'une marchandise et certains produits portent sur leur emballage, à côté des informations réglementaires obligatoires, c'est-à-dire la DLC, la dénomination, etc., un signe officiel de la qualité du produit, AB, AOP, etc. Autre exemple, si plusieurs personnes veulent une baguette, il faut une règle pour les servir sans conflit. Faire la queue est une convention qui permet l'échange marchand. Au final, parmi les institutions clés qui permettent le fonctionnement du marché, il y a donc les droits de propriété, la monnaie, mais aussi les systèmes de poids et de mesure, l'affichage des prix et la qualité. Grand B, des structures de marché plus ou moins concurrentielles. Les marchés aux fruits et légumes dans une ville ou un quartier sont en général caractérisés par un degré élevé de concurrence, c'est-à-dire de compétition ou de rivalité, entre les vendeurs notamment. Les économistes identifient différentes structures de marché en fonction de leur degré de concurrence. Ils qualifient un marché de concurrentiel quand les offreurs sont suffisamment nombreux pour qu'aucun d'entre eux ne puisse influer sur le prix des produits. À l'opposé, lorsqu'un seul vendeur fait face à une multitude d'acheteurs, la structure de marché est celle d'un monopole. Il n'y a plus de concurrence entre les vendeurs. Dans ce cas-là, l'offreur est en mesure de contrôler le prix de vente sur le marché. On dit qu'il est faiseur de prix. Entre ces deux situations, concurrence pure et monopole, il existe des situations intermédiaires où les entreprises sont peu nombreuses et en mesure d'influencer le prix du marché. Il s'agit dans ce cas d'oligopole. Le marché concurrentiel est celui sur lequel aucun agent individuel ne peut influencer le prix. Il est preneur de prix. Ceci renvoie à l'une des 5 conditions sur lesquelles repose le modèle de concurrence parfaite utilisé par les économistes pour comprendre le marché. En concurrence parfaite, les vendeurs sont tellement nombreux qu'ils sont tous petits, comparables à des atomes, et qu'aucun n'a la taille suffisante pour imposer seul un prix. Il s'agit de la première condition de la concurrence parfaite,
c'est-à-dire l'atomicité du marché. Les 4 autres conditions qui président à ce modèle sont l'homogénéité du produit, il est impossible de distinguer les produits sauf par leur prix, la libre entrée et la libre sortie, il est possible d'entrer et de sortir du marché sans coût supplémentaire, la transparence de l'information, toute l'information est accessible sans coût, et enfin la mobilité des facteurs de production, le travail et le capital circulent librement d'un secteur d'activité à l'autre. Pour synthétiser, sur un marché où les produits sont identiques avec un grand nombre de consommateurs, deux grands degrés de concurrence sont possibles. La concurrence imparfaite ou la concurrence parfaite. En concurrence parfaite, nous venons de le voir, un grand nombre d'entreprises vendent le produit. Les vendeurs sont comparables à des atomes et aucun n'a la taille suffisante pour imposer seul un prix. Les participants au marché sont preneurs de prix. Cela signifie que les prix du marché s'imposent à chacun des offreurs et les demandeurs qui ne peuvent l'influencer. Ils ne peuvent décider que de la quantité qu'ils souhaitent vendre ou acheter. Si le marché est en concurrence imparfaite, deux structures de marché émergent. Le monopole, une seule entreprise vend le produit, le prix et la quantité échangée dépendent alors des décisions du monopole, ou bien l'oligopole, un petit nombre d'entreprises vendent le produit, par exemple les fournisseurs de forfaits téléphoniques. Chaque entreprise peut modifier son prix de vente, mais elle est obligée de tenir compte du prix fixé par ses concurrents. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour le volet numéro 2 de la série. À bientôt!